merci beaucoup pour votre intervention et merci Pierre pour l'invitation. Donc je vais vous parler de ce livre que donc, je suis pas sûr que vous l'ayez tous lu, donc pour présenter en quelques mots. Donc c'est un livre sorti au printemps dernier dont on a beaucoup parlé, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. Peut-être d'une part parce qu'il est sous-tendu par un objectif quand même très ambitieux, c'est ce que dit le sous-titre, essai sur la révolution au XXIe siècle. Donc il s'agit quand même de rien de moins que de repenser les principes qui pourraient tendre un grand mouvement contemporain de transformation sociale. Et puis l'autre raison peut-être c'est que c'est un ouvrage qui traite d'un sujet à la mode, qui est ce sujet des communs, qu'on présente en général très rapidement comme une sorte de nouveau paradigme effectivement pour penser la transformation sociale à distance des deux pôles qui ont aimanté la réflexion politique au XXe siècle, qui sont l'État et le marché. Alors pour présenter le livre un peu plus en détail, peut-être il me semble qu'on peut dire qu'il se trouve à l'intersection de trois grands courants de pensée ou de trois pôles théoriques. Alors, Pierre en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc il y a évidemment la réflexion sur les communs, au sens commons, menée dans le sillage d'Elinor Ostrom, donc prix Nobel d'économie. Donc là, dont le propos d'Ostrom était de présenter des systèmes efficaces de gestion collective de ressources rares, donc des pêcheries, des pâturages, des forêts, des systèmes d'irrigation, etc. Des communs fonciers, donc au départ. Et donc des systèmes où l'allocation des ressources n'est pas effectuée par le marché, mais c'est plutôt des communautés qui s'auto-organisent et qui instituent un certain nombre de droits et d'obligations. Donc d'ailleurs, c'est pas. Et ce que montre Ostrom, pour rebondir sur ce que tu disais sur Hardin, c'est qu'en fait, ce que Hardin appelait la tragédie des communs, c'est pas une tragédie des communs, c'est une tragédie du libre accès en fait. C'est des ressources où il n'y a pas de système de droits et d'obligations et où tout le monde y a accès. Alors que ce que montre Ostrom, au contraire, c'est que les communautés sont capables de s'auto-organiser pour justement gérer des ressources d'une manière qui n'est pas simplement réductible à un libre accès, mais où il y a bien effectivement des règles qui organisent qui a accès à la ressource, sous quelles conditions, qu'est-ce que chacun peut faire, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est le premier pôle théorique qui est en fait peut-être un peu sous-représenté dans le monde francophone, alors qu'il est quand même qui s'est beaucoup développé dans le monde anglo-saxon. Alors il y a un deuxième pôle qui est plutôt donc là tout ce qu'ont écrit depuis le début des années 2000 Tony Negri et Michael Hart, que vous avez aussi cité, moi qui vient de plus loin, qui vient de toute la tradition de l'opéraïsme, du post-opéraïsme, ce que les Anglais appellent autonomous marxism. Et donc dans la trilogie des années 2000 de Hart et Negri, le troisième tome s'appelle Commonwealth. Et donc il parle notamment donc, du commun, donc là on n'est plus sur les communs, mais il parle du commun au singulier, qui serait en quelque sorte qui serait produit par les multitudes donc de façon autonome, à la fois des connaissances, le langage, des affects, de l'information, du code informatique, bref c'est plein de choses qui seraient produites de façon autonome par les multitudes et qui échapperaient d'une certaine manière au pouvoir du capital. En tout cas qui serait produit indépendamment du capital, même si ensuite, dans un second temps, c'est aussi ce que disent Hart et Negri, le capital opère une prédation sur ce commun, et que donc le capitalisme contemporain finalement fait fond sur un commun qui lui préexiste et sans lequel il ne pourrait pas se développer. Et puis la troisième grande influence intellectuelle, il me semble, de Dardot et Laval, c'est ce que j'appellerais la tradition du socialisme démocratique ou libertaire. Donc finalement, tout ce qui dans la tradition socialiste s'oppose au centralisme, au marxisme-léniniste et tout ce qui est plus étatiste et centralisateur. Donc c'est cette tradition qui remonte au moins au socialisme utopique du XIXe siècle, et puis qui aussi été incarnée au XXe siècle par quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, qui est une référence importante pour Dardot et Laval, j'y reviendrai. Donc avec une pensée d'un socialisme démocratique, libertaire, et donc chez Castoriadis aussi une idée de la démocratie comme autonomie collective et une défense de la démocratie directe contre les faux semblants, pour le dire vite, de la démocratie représentative. Voilà, donc à partir de là, je vais essayer de proposer une lecture critique de cet ouvrage que je trouve très épais, érudit et intéressant, on ne prendrait pas le temps à en parler, à critiquer, mais qui m'a quand même aussi laissé un peu insatisfait, voire parfois irrité sur certains points. Donc c'est ce que je vais essayer de vous exposer. Alors la première chose, pas la plus importante, mais moi j'en ferai quand même une critique un peu sociologique. Et donc par les deux auteurs, donc il y a un philosophe, c'est Dardot, et un sociologue, c'est Laval. Et l'ouvrage revendique quand même un certain ancrage sociologique dans la mesure où
il prend appui sur l'existence de mouvements récents de contestation sociale. Donc ça peut à la fois l'altermondialisme tel qu'il s'est développé à partir de la fin des années 90, les luttes contre l'extension de la propriété intellectuelle, et puis plus récemment le mouvement Occupy, les indignés, et puis des luttes plus locales qu'on a aussi évoquées, la remunicipalisation de l'eau à Naples, la mobilisation contre la privatisation de l'eau potable à Cochabamba en Bolivie, l'occupation de la place Taksim à Istanbul, éventuellement les printemps arabes, etc. Bref, il y a toutes ces mobilisations qui sont finalement prises comme emblème d'une sorte de grand mouvement social, transnational, qui serait une alternative au capitalisme. Première chose. Et puis deuxième chose, que disent Dardot et Laval, ce grand mouvement social transnational s'organiserait, selon eux, autour donc du principe du commun. C'est ce qu'ils disent, par exemple, page 95. Ils disent « L'actuelle convergence des mobilisations contre le néolibéralisme qui s'opère au nom du commun marque un moment nouveau dans l'histoire des luttes sociales contre le capitalisme à l'échelle planétaire. » Bon, alors moi je ne suis pas très satisfait par cette proposition qui me semble quand même très très rapide pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord il y a quand même un glissement, ne serait-ce que dans la phrase là, que j'ai citée, entre opposition au néolibéralisme et opposition au capitalisme, alors que bien évidemment toute opposition au néolibéralisme n'est pas forcément une opposition au capitalisme. On peut vouloir revenir à l'État-providence social-démocrate des 30 Glorieuses, et donc être opposé au néolibéralisme sans pour autant être contre le capitalisme, bon, c'est la première chose. Mais surtout, ce qui me gêne un peu, c'est quand même cet amalgame qui s'opère entre des mouvements très divers et qui sont un peu fourrés dans le même sac bien pratique des communs ou du commun. Alors que d'une part, tous ces mouvements finalement ne se revendiquent pas du commun ou des communs. Les auteurs, alors Dardot et Laval, ils écrivent le mot commun comme adjectif ou substantif au singulier ou au pluriel. C'est ainsi mis à fonctionner comme drapeau de la mobilisation, mot d'ordre de la résistance, fil directeur de l'alternative. Alors moi je veux bien y croire, mais il me semble quand même que c'est un petit peu optimiste, c'est que quand ils écrivent ça, ils montrent qu'ils ont quand même plus passé leur temps à assister au séminaire de Tony Negri que parler aux acteurs de mobilisation. Parce que tous les acteurs de cette mobilisation ne parlent pas du commun. Enfin, je suis désolé, certains le font, mais tous sont loin de le faire. Et puis, deuxième chose, il passe quand même assez rapidement sur la diversité de ces mobilisations, sur leurs déterminants locaux. Alors moi, j'ai pas étudié ces mouvements plus que vous, hein, mais quand même, entre les révolutions arabes, qui sont des révolutions, des révolutions finalement libérales, enfin des révolutions pour certaines libertés individuelles et démocratiques contre des régimes autoritaires. Bon, en plus, moi, je parle même pas de la dimension islamiste, etc. Entre ça, les mouvements des indignés en Espagne, dans un pays ravagé par la crise, le chômage, les indignés à New York, les combats pour l'eau à Naples, en Bolivie, enfin bref, on a une diversité quand même de mouvements qui me semble un peu problématique de mettre dans le même sac. Et ce qui me semble... oui, voilà. Et ça me semble peut-être encore plus problématique de non seulement le mettre dans le même sac, et en plus d'étiqueter ce sac avec le terme de commun. Et bon, voilà. Et à la limite, je trouve que c'était plus clair. L'altermondialisme, c'était un mouvement qui était plus clair de cette manière. Parce que là, on avait un mouvement effectivement global, transnational, qui était contre le néolibéralisme et qui s'attaquait, dans les faits, aux instances, aux lieux où était ce pouvoir néolibéral, que ce soit l'OMC, la Banque mondiale, etc. Là, avec les mouvements plus récents, il me semble que la situation quand même est beaucoup moins lisible et beaucoup moins claire. Donc voilà, la première chose, c'est que certes, cette opposition que font Dardot et Laval entre néolibéralisme et revendication du commun, elle peut tout à fait s'entendre au niveau théorique. D'un niveau plus sociologique et empirique, elle me semble déjà un peu plus discutable. En tout cas, elle reste encore à construire, ce grand mouvement transnational d'opposition reste à construire. Bon, alors cela dit, donc je passe à mon deuxième point, on peut se dire finalement ces quelques facilités sociologiques ne sont pas très graves, que ce ne sont pas des sociologues des nouveaux mouvements sociaux, effectivement, et que ce qui compte, c'est plutôt qu'ils essayent de faire un livre de philosophie politique, donc consacré au commun, comme on l'a déjà dit, en tant que principe politique. Donc là-dessus, il faut rappeler une des thèses majeures de l'ouvrage, qui consiste donc à distinguer justement ce qu'on appelle à la suite des travaux d'Ostrom les communs ou les biens communs. Alors, au début en français on disait plutôt les biens communs, maintenant c'est plutôt la terminologie les communs qui semble triompher. Mais bon, quand on parle des communs, on considère quand même avant tout des ressources
qui sont partagés et gérés collectivement au sein de communautés plus ou moins étendues en vertu d'un certain nombre de règles. Et donc pour Dardot et Laval, le commun, ce n'est pas ça, ce ne sont pas ces ressources gérées en commun. Le commun, c'est un principe politique. Alors voilà comment ils le définissent. Ils disent donc que le commun n'est pas un bien, très important, et le pluriel ne change rien à cet égard, car il n'est pas un objet auquel doivent tendre la volonté, que ce soit pour le posséder ou pour les constituer. Il est donc le principe politique à partir duquel nous devons construire des communs et nous rapporter à eux, etc., etc. Donc le commun n'est pas un bien, il ne s'agit pas de considérer des ressources, mais il s'agit de considérer un principe politique. Alors c'est intéressant, tout d'abord que ça permet effectivement de rompre, on avait parlé aussi, avec la perspective économique ou économiciste, c'est-à-dire cette typologie des 4 types de biens que connaissent bien les économistes. Il y a 2 critères, il y a l'exclusivité et la rivalité, et puis à partir de là, les économistes construisent une typologie où il y a 4 termes, il y a les biens privés, les biens publics, les biens de club et les biens communs, qui sont donc un type de biens qui aurait pour caractéristique intrinsèque d'être non exclusif, c'est-à-dire qu'il est difficile d'empêcher certains individus d'en jouir, il est difficile de mettre des barrières pour empêcher des gens d'accéder à ces biens, par exemple, mais pourtant ces biens sont rivaux, c'est-à-dire que la consommation du bien par un individu X empêche, amoindrit ou dégrade la consommation de ce même bien par un individu Y. Donc ces exemples de biens communs à la fois non exclusifs et rivaux, pour les économistes, ça va être par exemple une plage très fréquentée, ou alors une zone de pêche, un pâturage ouvert, donc le type de bien effectivement considéré de façon privilégiée par les travaux d'Ostrom. Donc ce que reproche Dardot et Laval à cette perspective des économistes, c'est effectivement de naturaliser ou de réifier, comme ils le disent, les communs, dans la mesure où on a l'impression que c'est les caractéristiques intrinsèques des biens qui comptent, ce sont leurs propriétés, qui appellent un mode de gestion et un statut juridique particulier. Et donc il montre très bien dans le livre pourquoi cette approche est réductrice, parce que ça passe outre évidemment tous les facteurs politiques, culturels, sociaux, historiques qui déterminent les différents régimes juridiques appliqués aux objets. Donc il le montre très bien à partir du mouvement des enclosures en Angleterre. Ils disent bah oui, les propriétaires terriens n'ont pas pris conscience un beau jour que ah bah oui en fait c'est des biens communs au sens de Samuelson, donc on va mettre des enclosures pour les protéger. Bon, évidemment les facteurs historiques, sociaux qui expliquent les enclosures ne se réduisent pas du tout aux caractéristiques intrinsèques de la terre dans les campagnes anglaises. Bon, ça très bien, je suis d'accord avec eux. Là où je suis moins d'accord, c'est qu'ils reprochent à d'autres auteurs, et notamment à Elinor Ostrom, d'avoir elle aussi cette tendance à la réification des communs. Ils disent qu'Ostrom reste encore dépendante des cadres naturalistes de la pensée économique dominante, où elle considérait, donc je cite, qu'il existe des ressources particulières qui appellent, comme par nature, une gestion collective. Bon, ça, je passe vite là-dessus, mais il me semble que c'est assez faux, en fait, que Ostrom ne dit pas ça, et qu'au contraire, elle a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre la nature d'une ressource et le régime de propriété qui lui est appliqué. Même un texte où elle dit, il y a écrit avec Charlotte Hess, elle dit, il y a 4 confusions majeures sur la théorie des communs, et l'une de ces confusions, c'est ça. C'est de penser qu'il y a un lien de cause à effet entre la nature, les propriétés d'une ressource, telles que les conçoivent les économistes, et les régimes de propriété qui vont leur être appliqués. Donc elle dit, voilà, j'ai la citation, il n'existe aucune association automatique entre les common pool resources, donc c'est bien commun au sens des économistes, et les régimes de propriété commune ou un quelconque autre régime de propriété. Voilà, donc le reproche à Ostrom me paraît un peu injuste, mais quoi qu'il en soit, donc ce qu'il faut retenir sur les thèses de Dardot et Laval, c'est que le commun ne renvoie pour eux donc ni à une propriété des choses, comme chez les économistes, ni même en fait à une propriété commune sur les choses. C'est pas un commun au sens économique, c'est pas non plus un commun au sens institutionnel, au sens de l'institution d'un régime de propriété partagée ou collective sur les choses. En tout cas, ça ne suffit pas pour Dardot et Laval à définir le commun. Donc le commun, ce ne sont pas les biens communs, mais deuxième chose, le commun, ce n'est pas non plus le bien commun au sens que la philosophie politique a donné à ce terme. C'est-à-dire que ce n'est pas le bien commun au sens où ce n'est pas une conception substantielle de la vie, de ce que devrait être la vie bonne au niveau collectif, en vertu d'un contenu moral déterminé, certaines valeurs, une tradition, etc. Ce n'est pas ça, donc Dardot et Laval refusent très clairement ces visions substantialistes,
qu'ils accusent de reproduire des identités figées et puis d'avoir des conséquences antidémocratiques, par exemple en hypertrophiant le pouvoir de l'État ou de l'Église. C'est ce qu'ils disent au début. Ils disent dès qu'on parle de bien commun, il y a toute cette histoire finalement où l'État et l'Église ont joué un grand rôle et qui s'arrogent toujours le droit de déterminer ce qu'est le bien commun. Et du coup, c'est dangereux de reprendre ce terme. Et puis, donc ça c'est une chose, et puis d'autre part, alors le commun, c'est pas non plus le bien commun au sens de la conception minimale du bien commun qu'on a chez les philosophes politiques libéraux. C'est pas non plus ce que disent les libéraux quand ils disent qu'il faut un état non-perfectionnisme, qu'il faut respecter le pluralisme moral, et quand ils disent que le bien commun est simplement l'agrégation des préférences des individus, entre lesquels donc il ne faudrait pas discriminer, c'est pas ça non plus. Cette agrégation de préférences individuelles, au sens où on peut l'entendre dans une certaine philosophie politique libérale, ça ne définit pas non plus ce qui est le commun pour Dardot et Laval. Donc j'en viens enfin à dire positivement ce qu'ils entendent par là. Donc pour eux, vous l'avez rappelé, le commun, il se définit en fait comme praxis commune. C'est une activité commune, c'est une activité faite ensemble, et c'est, disent-ils, une co-obligation née de la participation à une même tâche. Donc très rapidement, en fait, ils en viennent à définir ce principe du commun comme un principe politique de participation de toutes les parties prenantes, de toutes les parties concernées, à toutes les décisions qui les concernent. Donc là, je peux les citer. Donc ils disent que le principe du commun sous sa forme la plus pure est le suivant. Seule la coparticipation à la décision produit une co-obligation dans l'exécution de la décision. Donc en fait, on comprend au fil de la lecture que ce principe du commun, il est moins obscur et peut-être aussi moins nouveau qu'il n'y paraît. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'un principe démocratique d'autogouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils en viennent à dire à la fin du livre. Ils disent le commun, c'est, je cite, introduire partout, de la façon la plus profonde et la plus systématique, la forme institutionnelle de l'autogouvernement. Voilà, alors à ce point, moi je dois dire que quand même je me suis un peu demandé pourquoi Dardot et Laval avaient eu besoin de chercher cette expression un peu bizarroïde du commun au singulier pour nous dire quelque chose de finalement assez banal, qui est le commun, c'est une exigence de démocratie radicale, appliquée à la fois à la sphère économique et à la sphère politique, mais c'est tout simplement une exigence d'autogouvernement, de démocratie. Puis voilà, puis c'est tout en fait. C'est ça qu'ils entendent par le commun. Moi je ne vois pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup plus que ça. Et de ce point de vue, je vois pas toujours ce que Dardot et Laval apportent vraiment par rapport à ce qu'a pu écrire par exemple Castoriadis, auquel ils se réfèrent. Mais on pourrait citer des dizaines de citations de Castoriadis où effectivement celui-ci dit exactement la même chose. Il parle du commun, sauf qu'il l'appelle pas comme ça. Il l'appelle autonomie collective ou autogouvernement ou démocratie, mais c'est exactement la même chose. Alors, je vais citer quelques citations de Castoriadis. Par exemple, toutes les fois où, à quelque niveau que ce soit, il est possible d'avoir le corps concerné, la collectivité concernée, délibérant et décidant, il faut que ce soit le corps concerné, la collectivité concernée qui délibère et décide. Ou alors, sous une forme plus ramassée, liberté sous la loi, autonomie signifie participation à la position de la loi. Voilà, dit autrement, le principe du commun tel que l'entendent Dardot et Laval. Je pense même, si j'étais pour être un peu pousser la critique jusqu'au bout, qu'il y a en fait une sorte de recul par rapport à Castoriadis chez Dardot et Laval, dans la mesure où ils n'articulent pas leur pensée du commun à la question du bien commun. Que, comme je le disais tout à l'heure, ils évacuent très rapidement comme non pertinente, comme étant quelque chose qui forcément reproduit des identités figées, etc. Et il me semble que c'est aussi un peu rapide, et justement Castoriadis, j'ai repensé à son texte qui s'appelle « La démocratie comme procédure et comme régime », qui est un article qui se trouve dans le 4e tome des Carrefours du labyrinthe. Et en fait, c'est un texte où il essaie de montrer, à l'encontre de toutes les conceptions purement formelles et procédurales de la démocratie, que finalement, il y a toujours un rapport de la démocratie à la question du bien commun. D'une part parce qu'il est incohérent d'imaginer des décisions démocratiques qui ne seraient pas inspirées par des objectifs ou des valeurs qu'elles cherchent à promouvoir. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans toute décision démocratique, une certaine conception du bien commun que les gens visent à réaliser. Et puis d'autre part, il dit aussi que les individus qui font vivre les procédures démocratiques, ce ne sont pas des... Justement, pour que les procédures démocratiques vivent, il faut des individus qui ont cette passion pour les affaires communes, et puis aussi des individus qui ont été socialisés, éduqués en vertu d'une certaine conception du bien commun. Par exemple, des individus qui accordent de l'importance à la démocratie et aux procédures démocratiques,
Si on n'a pas ça, on pourra avoir une démocratie aussi parfaite qu'on veut, s'il n'y a pas des gens pour la faire vivre, les procédures ne servent à rien. Donc bref, donc il y a chez Castorelli cette idée qu'il y a quand même toujours des liens entre donc, le commun, pour parler comme Dardot et Laval, et le bien commun. Et cette réflexion, me semble-t-il, manque un peu chez Dardot et Laval. Et du coup, il y a quelque chose qui n'est pas très clair chez eux, parce que d'un côté, ils posent ce commun finalement qui est en fait un principe procédural quasiment, c'est l'autogouvernement, c'est cette possibilité de participer aux décisions communes. Et ils écartent la discussion sur le bien commun, mais quelque part, il me semble qu'ils font passer un peu en contrebande leur conception substantielle du bien commun, parce qu'évidemment elle existe, et d'ailleurs quand ils font des propositions politiques à la fin de l'ouvrage, ils ont quand même une certaine conception de ce que ce serait que le bien commun au sens de la philosophie politique. Mais ils ne le disent pas. Donc quelque part, je trouve qu'ils se cachent derrière ce principe procédural, même si eux ne le disent pas comme ça, du commun comme principe d'autogouvernement. Quoi qu'il en soit, donc en tout cas, une fois qu'on a affirmé ce principe du commun, la question c'est celle des institutions politiques qui pourraient lui donner forme, lui donner vie. Et c'est là que Dardot et Laval se tournent vers un autre auteur socialiste, Proudhon, pour penser un système de double fédération, donc qui permettrait de mettre en œuvre ce principe d'autogouvernement tant au niveau politique qu'économique. Donc leur idée, pour le dire très vite, c'est qu'il y aurait une fédération assise sur une base socio-économique et une fédération purement politique, et qu'il faudrait donc articuler ces deux fédérations. Voilà, ça serait ça, grosso modo, l'organisation institutionnelle du commun. Bon, donc voilà, donc on voit assez bien ce qu'ils veulent faire. Hein. Il y a toujours il y a quand même une grande méfiance par rapport au centralisme étatique chez Dardot et Laval. Ils sont par exemple très critiques même des formes de l'État social telles qu'elles ont été construites en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc État social, donc ils disent par exemple à un moment donné que tout en protégeant les salariés des risques inhérents à la logique du marché, les exclut la décision et la délibération politique du fait de l'administration strictement bureaucratique des services publics et de la protection sociale. Donc il y a vraiment une critique de l'État bureaucratique, de l'État où l'implication des citoyens dans la prise de décision est en fait très faible. Et cette critique s'allie à une autre critique qui est celle de l'État néolibéral, qui sont d'ailleurs développées dans un ouvrage précédent, qui est accusé par Dardot et Laval d'avoir été un des principaux agents finalement d'une dépossession, d'un transfert des ressources communes vers des acteurs privés. Donc voilà, donc il y a cette grande méfiance par rapport à l'État, mais qui a pour inconvénient, me semble-t-il, que les perspectives institutionnelles qu'il dessine sont un peu lointaines, un peu abstraites, peut-être un peu irréalistes. D'une part, moi personnellement, j'ai quand même peine à imaginer un scénario qui nous mène de nos institutions locales, étatiques et supra-étatiques actuelles à leur système de double fédération. Et puis, on peut quand même aussi s'interroger sur la question de savoir est-ce que quand même l'État n'est pas malgré tout, malgré ses inconvénients et ses défauts qui sont réels, un acteur à mobiliser pour favoriser les communs. Et donc est-ce que le rejet un peu massif de l'État par Dardot et Laval note pas leur proposition une part de leur portée pratique. Et puis peut-être dernière chose, bon ça c'est toujours pareil avec ces auteurs qui revendiquent des formes radicales de démocratie et de participation des gens aux affaires communes. Bon, il y a toujours cette critique qui dit mais oui, non mais là vous supposez des gens avec une passion politique qu'ils n'ont pas, des gens avec un temps pour se consacrer aux affaires communes qu'ils n'ont pas. Enfin, il y a toujours c'est quand même ce risque de tomber dans quelque chose d'assez irréaliste. Voilà, on est toujours un peu ramené à cette phrase de Rousseau, la fameuse phrase s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas aux hommes. On se demande un peu s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là lorsqu'on pense aux propositions politiques de Dardot et Laval. Bon, j'en viens à mon dernier point, qui est de dire qu'en fait leur définition du commun, elle est aussi intéressante, elle donne aussi à penser parce qu'elle laisse finalement hors champ, parce qu'elle refuse même, parce que ce qu'ils refusent, c'est une approche faite juridique des communs, me semble-t-il. Ils refusent de réfléchir au commun à partir vraiment des régimes juridiques appliqués aux choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas à la propriété, hein, parce qu'il y a une réflexion sur la propriété dans l'ouvrage, mais ce qui est caractéristique de leur approche, c'est de toujours privilégier une vision dynamique centrée sur l'activité commune, hein, c'est toujours la praxis pour eux qui est au centre de tout, réfléchir sur la praxis plutôt que sur le statut juridique des choses.
donc d'ailleurs ça explique pourquoi il s'intéresse à la théorie de la propriété de Fichte, que je ne connais pas, peut-être que certains connaissent ici, ce qui n'est pas mon cas, mais qui concevait la propriété non comme un droit exclusif à la possession des choses, mais plutôt comme un droit exclusif à une activité libre déterminée. C'est toujours cette question, cette idée chez Dardot et Laval, que c'est l'activité, la praxis qui compte. Et donc la conséquence de cette approche, c'est que finalement pour eux, il ne suffit pas de classer une ressource sous un régime juridique plus ouvert que la propriété privée standard pour en faire un commun et pour construire du commun. C'est ce qu'ils disent à la fin. Ils disent: la seule universalité d'un commun est de type pratique. Elle ne comprend que ceux qui prennent part à son gouvernement en coproduisant les règles de son usage et en les transformant au fur et à mesure de cet usage. Donc autrement dit, un commun n'existe pas en dehors d'une activité collective de construction des règles de l'usage de cette ressource. Un commun n'existe pas en dehors d'une praxis collective. Donc ça c'est leur idée, et il me semble que ça a des inconvénients, peut-être notamment pour penser ce sur quoi j'ai un peu travaillé, c'est-à-dire les logiciels libres, qui sont maintenant des exemples un peu paradigmatiques de communs numériques, au même titre que Wikipédia et d'autres choses. Et donc là, je voulais juste rappeler que ces logiciels, ils sont quand même définis de façon juridique par des licences qui octroient à tous leurs utilisateurs 4 libertés: d'exécuter le logiciel, de le modifier, de le copier et de le redistribuer. Mais en tout cas, ce que je veux retenir ici, c'est que c'est donc quand même, ce sont des objets, en sens code, mais des objets informationnels, mais auxquels s'applique un régime juridique particulier, donc déterminé par des licences. Mais ce régime juridique génère des droits qu'on peut dire universels, dans la mesure où tout le monde possède ces 4 droits, ces 4 libertés sur les logiciels libres. Et bien sûr, donc, tout le monde possède ces 4 libertés, c'est là où je veux en venir, indépendamment de la participation à l'instauration de ces règles ou à la participation à la gestion collective des logiciels. C'est-à-dire que c'est pas parce que il y a des communautés qui produisent des logiciels libres, qui effectivement s'auto-organisent, donc là d'une manière qui correspond tout à fait à ce que peuvent décrire Ostrom ou à ce qu'ont en vue Dardot et Laval, donc des communautés de développeurs qui vont mettre en place des règles collectivement pour gérer la production collaborative du logiciel. Très bien, ça c'est une chose. Donc là effectivement ils créent un commun, ou ils créent même du commun au sens de Dardot et Laval. Mais il n'y a pas que ça. Ces logiciels libres, ils sont aussi, vous et moi, nous pouvons aussi les utiliser. Nous avons aussi un droit d'usage sur ces logiciels libres, puis un droit même qui va au-delà, encore une fois, il y a le droit de les modifier, de les copier, etc. Et ce droit, il est complètement indépendant du fait que nous participions à la gestion collective de ce logiciel. Évidemment, moi je peux utiliser Firefox comme vous, je ne suis pas impliqué dans Firefox, dans l'instauration des règles communautaires de production du logiciel Firefox. Et donc, voilà. Et donc il me semble que finalement cette dimension-là, elle est un peu occultée par l'approche de Dardot et Laval. Et donc pour cette raison, il me semble que c'est pas forcément si mal de garder pour certaines choses le terme de bien commun, au sens où il y a quand même des choses auxquelles s'appliquent des régimes juridiques particuliers et qui créent un certain nombre de droits ou de libertés et qui sont complètement indépendantes de la participation à cette praxis commune qu'ont toujours en vue Dardot et Laval. Voilà, donc je dirais pas comme eux, à un moment donné ils disent par exemple le droit d'usage n'a aucune effectivité s'il est couplé du droit de coproduire les règles de l'usage commun. Sur le cas du logiciel libre, c'est pas vrai. Moi, je ne coproduis pas les règles de l'usage commun ou de la production collective de tel ou tel logiciel, mais pourtant j'ai un droit d'usage sur ce logiciel et c'est pas non plus rien, quoi. Donc bon, ça c'est une première objection que je leur ferai. La deuxième chose, c'est là c'est plutôt sur la question de la propriété. Où très clairement, pour Dardot et Laval, le principal obstacle au développement du commun, c'est la propriété privée, l'institution de la propriété privée individuelle, comme ils le disent, au point qu'ils en viennent parfois à définir le commun comme ce qui est hors propriété, ou encore ce qui ne peut en aucun cas être l'objet d'un droit de propriété. Donc il y a vraiment une opposition assez tranchée, assez dichotomique entre commun et propriété. Et alors là encore, c'est peut-être quelque chose qu'on peut un peu questionner, donc je vais le faire encore une fois à partir de ce que je connais, c'est-à-dire le logiciel libre, où puisque ce qu'a créé le logiciel libre, et là où son fondateur, Richard Stallman, a été très ingénieux, c'est qu'il a réussi à créer un régime juridique, à créer des licences,
à partir des licences donc dites libres, à partir du droit de propriété, à partir du droit d'auteur et du copyright. Donc ce que fait le logiciel libre d'un point de vue juridique, c'est créer des communs, du commun à partir de l'institution de la propriété privée, ou en tout cas de l'institution du droit d'auteur et du copyright. Donc les licences libres, ou les licences Creative Commons, c'est la même chose, ce ne sont pas des négations du droit de propriété. C'est une manière finalement de retourner le droit de propriété contre lui-même. C'est pour ça que Richard Stallman a créé cette idée de copyleft, une manière de dire que c'est l'inverse du copyright, mais qu'en même temps on se base sur le copyright pour le retourner contre lui-même. Il dit c'est une sorte de jujitsu, quoi. C'est j'utilise la force de l'adversaire pour essayer de la retourner contre lui. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est que donc, quand même certaines des créations sociales et juridiques parmi les plus prometteuses en tout cas qui ont émergé ces dernières années, elles ne sont pas construites sur une négation du droit de propriété, mais elles opèrent plutôt comme un retournement du droit de propriété, mais elles se situent à l'intérieur du droit de propriété. Si je peux me permettre, on s'achemine vers 19h30. Si on veut avoir le temps de discuter... J'en ai pour deux minutes. Donc voilà. Donc là, il y a une sorte de stratégie internaliste de subversion du droit de propriété qui est, il me semble, un peu vite écartée par Dardot et Laval, quoi. Et donc du coup, moi, ce qui m'a un peu, ils ont le droit d'écarter cette stratégie, évidemment. C'est pas le problème, mais c'est qu'on voit pas très bien ce qu'ils proposent vraiment à la place. Ils exhortent leurs lecteurs à instituer l'inappropriable, mais moi, je ne réussis pas à dire à la lecture de cet ouvrage vraiment quels outils juridiques on peut mobiliser, quels outils politiques on peut mobiliser. Voilà, il y a quelque chose là qui est un peu abstrait et il me semble qu'il laisse leur lecteur un peu dépourvu aussi bien des outils juridiques que des institutions politiques qui pourraient vraiment aider à aller dans le sens du commun qu'ils appellent de leur vœu. Donc juste pour conclure très rapidement, donc c'est un livre qui a le mérite de poser notamment deux questions majeures, comment transformer les institutions politiques et puis que faire du droit de propriété. Et donc bon, je trouve pas que les réponses qu'ils y apportent soient vraiment satisfaisantes, mais je n'ai guère plus de lumière que sur le sujet si vous voulez, mais donc je vous conseille de vous adresser directement à Pierre Crétois qui a beaucoup réfléchi à ces questions. Non mais du coup je voulais conclure en disant, en reprenant ce que tu avais dit lors d'un autre séminaire, qui était d'essayer de développer quelques pistes qui pourraient permettre de dépasser le droit de propriété ou en tout cas de l'affaiblir. Donc on a quand même plusieurs pistes qui existent. Donc il y a cette logiciel libre dont j'ai parlé, il y a les formes donc de propriété collective notamment décrites par Ostrom, et par exemple ce qu'elle appelle la communal proprietorship, dans laquelle, si j'ai bien compris, différents acteurs ont différents droits, l'accès, le prélèvement, la gestion, etc., mais où il n'y a pas de droit d'aliénation. Donc c'est ce qui différencie pour Ostrom le proprietorship et ce qu'on appelle ownership. Dans l'ownership, il y a un droit d'aliénation du bien. Dans le proprietorship, ce droit d'aliénation n'existe pas. Donc ça, c'est une manière d'affaiblir le droit de propriété. D'autres pistes que tu évoquais, c'était les droits d'accès opposables aux droits des propriétaires. Par exemple, l'exemple des monuments historiques où il y a par exemple, souvent un jour de la semaine où les gens y ont accès, quand bien même ces monuments sont parfois des propriétés privées. Et puis dernière chose, ça c'est peut-être une des plus importantes, c'est la communalisation, le devenir commun des services publics, c'est-à-dire comment faire pour débureaucratiser, démocratiser les services publics en accordant un rôle plus important aux utilisateurs dans leur gouvernance. Voilà en tout cas le genre de choses auxquelles ce livre engage à réfléchir. Merci.